بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Chers auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans notre 38e rencontre annuelle des musulmans de France qui se passe en ligne comme l'année passée. Et pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Monsieur Mokhtar Seriket, qui est enseignant, formateur, coach et qui est président de la Fédération nationale de l'enseignement éducatif de l'islam. Plus couramment, on l'appelle le réseau Luqman. Monsieur Seriket, salam alaikum. Alaikum salam. Alors, très heureux de vous avoir avec nous sur un sujet qui est très important, très d'actualité, on va dire aussi, et qui concerne le centre de vos préoccupations. Il s'agit donc des défis de la transmission des valeurs pour les nouvelles générations. Alors, pour commencer, nous sommes à peu près à plus d'un an de Covid. Ça fait plus d'un an que cette pandémie dure. Et cette pandémie nous a fait réfléchir sur nous-mêmes, sur notre façon de vivre, sur notre humanité, sur nos valeurs, etc. Et ça nous pousse, dans le cadre du thème de la RAMF, qui est donc après l'épreuve, comment réinventer ensemble le monde de demain. J'aimerais voir avec vous comment va se faire la transmission des valeurs, de la connaissance, etc., pour les nouvelles générations et par quels canaux, quelles sont les valeurs essentielles à transmettre, quels sont les canaux utilisés, quel type de public on va cibler. Alors, ce sont toutes ces choses-là qu'on va voir et on va commencer déjà peut-être par juste une petite présentation de votre fédération, Réseau Luqman, pour commencer. Très bien. Merci encore, Karim. Et donc, je passe le salam et le salut à l'ensemble de vos auditeurs et vous remercie encore de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur ces sujets extrêmement importants, voire même aujourd'hui sensibles. Donc, le réseau Luqman, donc la Fédération nationale de l'enseignement éducatif de l'islam, qui a été créée officiellement en 2019, a pour objectif de rassembler des associations, les acteurs qui agissent dans le champ de l'enseignement éducatif de l'islam en direction des enfants, des ados et des jeunes. Toutes les personnes qui se préoccupent de cette transmission. Et donc, on souhaitait, pour pouvoir gagner en efficacité, mais aussi partager les expériences, produire de la documentation, former des enseignants, on a souhaité créer cette association. Et le terme réseau est important pour nous, puisque le but, c'est vraiment de mutualiser, de nous entraider pour pouvoir faire en sorte que les centaines, les milliers d'enfants que nous accompagnons chaque jour dans nos associations, on puisse leur offrir l'enseignement qui soit le plus qualitatif possible, d'accompagner les associations dans leur professionnalisation, d'accompagner les enseignants dans leur formation, leur montée en compétences. Et donc, on agit à plusieurs niveaux, 3 axes essentiellement. Le premier axe, c'est la formation. Donc, nous organisons des modules de formation en direction des enseignants, que ce soit des modules complets ou des webinaires. Et je dirais même avant la période du Covid, on avait déjà anticipé puisque nous avons mis en place la Luqman Academy, qui est une plateforme de formation en ligne. Puisque pour pouvoir agir à l'échelle du territoire, il est important de faciliter l'accès. Et donc, on a mis en place cette plateforme de e-learning, la Luqman Academy, qui est une plateforme de formation en ligne pour les enseignants. On agit également sur la publication, puisqu'on publie de la documentation et des ressources en direction des enseignants. Et un document essentiel qu'on a publié il y a un an, qui s'intitule donc l'enseignement éducatif de l'islam, qui est un guide pour l'enseignant. J'y reviendrai certainement tout à l'heure dans mes réponses, qui contient un référentiel, notre vision éducative, notre approche éducative en direction de ces enfants. Donc, c'est un document d'une centaine de pages qui a vocation à être destiné pour les enseignants et les responsables
des associations. Et bien sûr, le troisième axe, c'est la coopération, la collaboration, puisqu'on organise des moments d'échange, de coopération entre les enseignants, entre les écoles, pour faire émerger les bonnes pratiques. Très bien. Alors, l'éducation des jeunes générations qui se fait traditionnellement donc, dans le tissu associatif et notamment dans les mosquées est un enjeu majeur. Aujourd'hui, dans nos mosquées, c'est des milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers peut-être d'enfants et de jeunes adolescents qui passent par ces structures. Alors, vous, en tant que fédération, donc réseau Lourmen, quelles sont les valeurs essentielles qu'on voudrait transmettre justement à ces générations qui feront les hommes de demain? D'accord. Alors, peut-être avant de répondre à votre question, c'est d'essayer de placer en perspective les enjeux pour nous tels que nous les concevons. Aujourd'hui, les enfants, les ados, les jeunes ont accès à une multitude d'informations sur Internet, publications autour de l'islam. Malheureusement, toutes ces informations ne se valent pas, n'ont pas la même pertinence et pour certaines peuvent être même dangereuses pour les enfants. Et donc, les enfants accèdent à ces informations sans filtre. Dans notre société, notamment en France, au-delà de la famille, qui peut jouer ce rôle d'accompagnement et de transmission des valeurs, puisque c'est le rôle premier de la famille, et nous, notre mission, ce n'est pas de remplacer la famille, mais c'est bien de se situer en complément, comme un agent éducatif en complémentarité de la famille. Ces associations, les mosquées, constituent le seul lieu structuré, institutionnel, qui permet cette transmission apaisée. Donc, il faut vraiment que les associations aient connaissance qu'aujourd'hui, les enfants, en dehors de la famille, le seul lieu où ils peuvent avoir une approche de l'islam qui se déroule dans le temps, qui soit construite, qui soit transmise par des personnes qui sont formées, qui ont une connaissance de la religion et de la société, ce sont à travers les mosquées. Donc, l'enjeu est crucial pour pouvoir accompagner ces enfants sereinement. Pour répondre à votre question, donc, concernant les valeurs, je dirais, on s'appuie vraiment sur les valeurs universelles, puisqu'il s'agit pour nous avant tout de permettre à ces enfants de grandir dans une société qui est apaisée, c'est-à-dire qu'ils puissent concilier leur islamité, leur foi, leur pratique, mais également les concilier avec les valeurs de la société. Et donc, on incite les associations dans notre projet éducatif à insister sur les valeurs communes, c'est-à-dire sur ce qui est convergent, de le mettre en avant, tel que la générosité, le partage, mais aussi le rapport à l'effort, au travail, l'honnêteté, la sincérité, le courage, finalement, toutes ces valeurs qu'on retrouve et qui sont partagées de manière universelle, puisqu'il s'agit de créer avant tout du commun pour pouvoir ensuite faire société, sans nier bien sûr les différences, puisqu'on a des différentes appréciations, il faut être capable de les comprendre, mais il s'agit aussi capable de pouvoir faire union avec le reste de la société. Alors, vous l'avez bien souligné, nous sommes dans une société diverse, hein, on est différents, il y a des croyants, des non-croyants, etc. Vous prenez en compte l'altérité justement dans vos enseignements? Tout à fait. Donc, cette notion d'altérité nécessite de notre part une approche qui soit renouvelée et une lecture peut-être qui soit différente d'un certain nombre de textes, puisque pour le musulman, pour ses enfants, leurs voisins, leurs camarades de classe, leurs enseignants, leur environnement ne partagent pas forcément sa foi. Donc, c'est comment permettre à ces enfants d'assumer leur cheminement spirituel, puisqu'on est dans une société qui accepte et qui tolère et qui défend la liberté de conscience. Donc, ils doivent assumer leur spécificité religieuse en termes de foi, de croyance, mais en même temps, ils doivent tenir compte de la différence d'opinion de leur société pour également les accepter, mais surtout d'insister sur les éléments communs. Donc, avoir connaissance et comprendre que ces divergences d'opinion, de croyances, même de valeurs, elles font partie aujourd'hui de la société et elles ne sont pas dramatiques en soi, tant que les uns et les autres agissent dans la paix sociale, tant que les uns et les autres agissent pour la cohésion et le respect des individus.
Alors, on l'a bien vu, vous l'avez mentionné aussi, beaucoup de nos jeunes, des jeunes en général, sont branchés. Hein, ils passent des heures et des heures sur les écrans et sur Internet. Donc, on peut apprendre des choses qui vont peut-être des fois donc, à l'encontre des enseignements de l'islam du juste milieu. D'ailleurs, beaucoup d'études et beaucoup de chercheurs l'ont montré, ceux qui se radicalisent puisent surtout leurs informations, leur savoir, etc., de l'Internet et pas des mosquées. Quelle est votre approche à vous, justement, pour extraire ces jeunes de l'Internet et de leur donner quelque chose de consistant en termes de connaissances, en termes de valeurs, en termes d'implication positive dans la société? Alors, concernant l'approche, je pense que nous, en tant que fédération et réseau Lockman, mais je pense que cette problématique et cet enjeu concernent tous les systèmes éducatifs. Puisqu'aujourd'hui, je pense qu'il serait vain de penser qu'on pourrait soustraire les enfants de l'Internet. Je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui, indéniablement, marque nos sociétés et aura certainement tendance à s'amplifier. Donc, je pense que cette tendance est là et on ne pourra pas faire marche en arrière. Cet outil est là, l'Internet, mais c'est vrai, en même temps, l'Internet a aussi des effets positifs. Aujourd'hui, on a accès à des connaissances, à des savoirs, on est capable de communiquer, d'échanger. Il s'agit, je pense, de pouvoir aujourd'hui donner à ces jeunes, à ces enfants, des outils leur permettant de faire le tri, de hiérarchiser les informations, donc de développer cet esprit critique. Et donc, finalement, peut-être qu'il va falloir changer de paradigme, passer d'un système éducatif où on est uniquement dans le transmissif, une tête bien pleine, on remplit des informations, pour passer certainement sur un changement de priorité, c'est plutôt comment faire une tête bien faite, et c'est-à-dire comment donner à ces enfants des outils d'analyse, des outils qui leur permettent de mettre en perspective les ressources, les informations, et qui puissent les analyser et les responsabiliser dans leur choix. Puisque pour un enfant, pour un jeune, que ce soit Internet, s'il a affaire à ce qu'on appelle un shir, un savant, une autorité, ben finalement, il aura tendance naturellement à croire ce qu'il dit, parce que la personne se présente comme autorité. Donc, il peut y avoir une forme de naïveté de leur part. Donc, il s'agit pour nous aujourd'hui de leur donner ces outils pour pouvoir décoder. Et donc, on change certainement de perspective et de priorité. Donc, on n'est plus dans une simple transmission quantitative de connaissances, peut-être que l'enjeu n'est plus là, mais plutôt comment les aider à faire le tri, puisque il y a une différence entre une somme d'informations, puisqu'Internet, finalement, c'est une somme d'informations qu'on peut trouver, qui sont éparses, qui peuvent se contredire, et comment les aider à construire de la connaissance. Et là, il y a une différence entre l'information et la connaissance. La connaissance procède d'une élaboration, d'une réflexion, d'un sens critique. Et l'enjeu est là aujourd'hui pour nous, également en tant que mosquée, en tant qu'association qui a affaire à ces jeunes, c'est de leur donner ces outils pour que demain, ils puissent se débrouiller tout seuls. Alors, les enfants, hein, les jeunes, ce récepteur, donc, il soumet à l'influence de divers structures, on va dire. Donc, il y a l'école, il y a la mosquée, il y a la famille, etc. Il y a l'Internet, les réseaux sociaux. Vous, en tant que fédération, ou la mosquée en général, donc la fédération réseau Loukman, comment vous vous placez dans cette construction? Quel est votre rôle et qu'est-ce que vous apportez? Quelle est la plus-value que vous apportez face à toute cette matière éducative et de connaissances qui est un petit peu distillée par-ci, par-là? Alors, vraiment, j'invite les auditeurs, puisque tout ce que je vais dire vraiment est un condensé, quelques extraits du guide qu'on a rédigé et toutes les questions que vous posez, on y répond en très grande partie. Donc, je vais essayer d'être assez succinct. La première étape de notre travail, on travaille sur deux axes. Le premier axe, c'est les modalités pédagogiques. Ça, c'est peut-être un autre volet, mais il y a aussi aujourd'hui les sciences sociales, la psychologie, les neurosciences nous montrent qu'il y a des manières d'enseigner, d'accompagner. Donc, il y a déjà
les méthodes, le cadre dans lequel on va accueillir ces enfants. Donc, on travaille déjà sur ce volet-là. Et il y a le deuxième volet qu'on pourrait appeler la didactique, c'est la sélection des ressources. Donc, une de nos missions, c'est de sélectionner des ressources fondées, des ressources que les enseignants, sur lesquelles ils pourront s'appuyer pour pouvoir transmettre à ces enfants ces valeurs et les textes. Donc, il y a aussi un travail de choix, et on l'assume, hein, il y a un travail de choix en termes de lecture des textes, en termes d'approche, toujours pour aller au service de ces valeurs-là. Donc, on travaille sur ces deux volets, aussi bien le volet pédagogique, le fait d'accompagner les enseignants pour leur donner des outils de gestion de classe, comment est-ce qu'on accompagne des enfants, comment est-ce qu'on répond à leurs questions, mais également de pouvoir faire le choix de textes, faire le choix de références scripturaires qui soient en accord avec les valeurs qu'on souhaite transmettre. Alors, ces jeunes garçons et jeunes filles qui seront les hommes de demain, qui vont faire société avec leurs semblables, qui peuvent être croyants ou pas, etc. Est-ce que vous leur inculquez justement, ou vous discutez du monde de demain? Comment il va être le monde de demain? Quelles sont les connaissances principales ou les valeurs principales pour essayer de faire société ensemble, de vivre ensemble, de collaborer ensemble pour le bien commun? Est-ce qu'on leur apprend à s'engager pour sa société, pour le bien commun, etc. Oui, tout à fait. Donc, un des éléments essentiels dans notre transmission du message, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire de pouvoir ramener l'enfant, l'ado et plus tard l'adulte et le mettre en responsabilité de ses choix. Sans nier, bien sûr, on est d'accord, les contraintes de l'environnement, les injustices ou les discriminations auxquelles qu'on peut rencontrer, mais il est essentiel de ramener la responsabilité chez l'individu, que ce soit dans le choix de sa pratique, qu'il puisse assumer sa pratique et pas se cacher derrière des textes, se cacher derrière un avis. Vraiment les rendre responsables de leur choix, de leur cheminement, aussi de leur réussite scolaire également, de pouvoir les ramener aux commandes des choix dans leur parcours scolaire, sans dévaloriser aucun parcours scolaire, mais qu'ils puissent s'approprier leur cheminement scolaire et qu'ils deviennent excellents dans ce qu'ils font, quel que soit le choix qu'ils font, mais qu'ils le fassent bien et qu'ils s'appliquent. Donc, il y a aussi cette notion d'application, cette notion de, quand on fait un travail, qu'il soit scolaire, qu'il soit professionnel plus tard, qu'on le fasse bien pour soi-même déjà, puisque je pense que quand on fait quelque chose, il faut qu'on le fasse pour soi, mais aussi de leur donner aussi des clés de compréhension de la société et des conséquences et des bienfaits qu'ils peuvent avoir dans leur société, puisque un salarié, un patron qui est honnête, qui est juste, qui fait son travail dignement, ben forcément, il gagne sa vie, mais en même temps, il fait du bien pour la société. Donc, on ne sépare pas les différents registres en disant qu'il y a des registres finalement qui seraient exempts de valeurs et d'autres où on pourrait pratiquer nos valeurs. C'est vraiment faire en sorte que ces valeurs, elles soient pratiquées aussi bien à l'échelle personnelle, à l'échelle familiale, à l'échelle au niveau des camarades et à l'échelle professionnelle. Et comme vous l'avez dit, ben, ceux qu'on accompagne aujourd'hui, ben, ce sont demain les futurs décideurs. Il y aura peut-être des patrons, il y aura des dirigeants, il y aura des sénateurs, il y aura des députés. Et les valeurs qu'on leur transmet aujourd'hui les accompagneront pour qu'ils puissent construire le demain, le monde que l'on souhaite ou que eux souhaiteront. Puisque nous aussi, on a tendance en tant qu'adultes à projeter un avenir pour eux, mais au final, c'est eux qui décideront de l'avenir qu'ils souhaiteront construire. Donc, si j'ai bien compris, l'enseignement et les valeurs que vous transmettez ne se limitent pas à un savoir ou à des valeurs purement religieuses, mais c'est plus donc des valeurs d'ouverture plutôt universelles et qui peut-être n'interfèrent pas avec la conception laïque de notre société. Il n'y a pas d'opposition avec ça. Ils se retrouvent pas en quelque sorte confinés dans leur conception, dans leur identité religieuse. Bah, l'idée, c'est de fluidifier tout ça. C'est de casser les barrières et c'est de rompre avec toute forme de vouloir compartimenter leur vie. Gérer leur vie comme la nôtre, hein. On peut être dans sa sphère familiale, professionnelle, amicale, scolaire,
bien sûr, il y a des comportements, des attitudes qu'on adopte dans certaines situations, mais les valeurs, dans le fond, doivent être les mêmes. Ensuite, le degré et la manière dont on peut les mettre en pratique sont différents. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire une différence entre les valeurs et les pratiques ou des avis religieux à un moment donné. Un avis religieux est une pratique à un moment donné, mais la valeur est quelque chose de beaucoup plus important. Et finalement, c'est ce sur quoi on veut insister, puisque finalement, les valeurs religieuses, les choix de pratiques religieuses ben, sont faits en fonction des valeurs et des paradigmes qu'on a choisis. Et c'est ça sur lequel nous souhaitons avancer. Et si on le fait, ce n'est pas parce qu'on a le sentiment de dévoyer l'islam, c'est parce qu'on est convaincu que l'islam possède assez de valeurs communes ou l'essentiel sans qu'il y ait de rupture. Il y a certaines pratiques qui ont évolué, mais l'islam a toujours fait évoluer ces pratiques, même dans les sociétés musulmanes. Donc, c'est pas, je dirais, c'est pas un problème de notre point de vue. Notre patrimoine est assez riche pour pouvoir trouver les mécanismes et faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse avoir des musulmans dignes, des musulmans qui pratiquent leur religion de manière apaisée, avec une spiritualité qui soit intense, avec un niveau de pratique qui les satisfasse, tout en pouvant répondre aux besoins de la société et à leurs besoins, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient médicaux. Pour nous, il n'y a pas de frontières, il y a des registres différents, mais la nature des valeurs, c'est la même où qu'on soit. Très bien. Et si on veut aller vers l'essentiel, c'est peut-être un exercice un petit peu difficile. Si je vous dis les trois valeurs les plus importantes pour le monde de demain que vous voudriez transmettre à ces enfants. Alors, peut-être la première, c'est la spiritualité. La spiritualité, dans la mesure, c'est ce qui donne du sens à notre vie. Et je fais le parallèle aujourd'hui avec la crise qui nous arrive. Aujourd'hui, la société occidentale, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a connu les 30 glorieuses avec un développement économique, avec un développement de la technique qui a été fulgurant. Et peut-être qu'à un moment donné, la technique a pris le pas sur le sens. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut plus continuer dans cette direction. Les crises économiques, il y a eu déjà des signes avant-coureurs. Cette crise, finalement, à l'échelle planétaire, touche tout le monde, sans distinction de couleur, de religion, de niveau social. Et donc, il est peut-être urgent qu'on puisse repenser le modèle de notre société, mais pour ça, il faut lui donner du sens. Il faut avoir des éléments qui transcendent la gestion quotidienne. Et quand je dis spirituel, je ne dis pas religieux, puisque on partage la spiritualité avec la quasi-totalité de l'humanité. Donc, je pense cette spiritualité avec ce sens qu'on donne à notre vie et à la vie en collectivité. La deuxième valeur, ce serait, je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, c'est ce sens de la responsabilité. De ne pas attendre que les gens changent avant que nous, on puisse prendre notre part de responsabilité. C'est vraiment d'inciter à ce que chacun, au jour le jour, prenne sa part de responsabilité. Le changement, comme le dit le Coran, il commence par soi-même, avant d'attendre le changement des autres. Aujourd'hui, on a des conséquences énormes sur l'environnement, sur l'économie. Donc, un patron, un citoyen peut décider à son niveau d'introduire des changements aussi modestes soient-ils. Donc, la responsabilisation et de se dire les choses nous appartiennent, on peut changer. Ça, c'est peut-être la deuxième valeur qu'on promouvoit. Et la troisième, c'est cette idée d'interdépendance. Je ne dis pas l'autonomie, parce que l'autonomie, on peut avoir le sentiment de se dire que je fais les choses tout seul et je m'en sors tout seul. Là aussi, la crise, la mondialisation montre que ce qui se passe dans un endroit du monde peut nous toucher. Les frontières, aujourd'hui, je dirais presque, elles sont uniquement administratives, mais le virus, lui, n'a pas connu de frontières. Et donc, ce sentiment d'interdépendance, Edgar Morin a parlé cette fraternité à l'échelle humaine, cette terre patrie, bah aujourd'hui, il faut la développer pour pouvoir sentir qu'on est dépendant les uns des autres, mais aussi on est dépendant de l'environnement, on est dépendant de la biodiversité. Donc, ce sentiment d'interdépendance est aussi nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Très bien. Monsieur Mokhtar Seriket, président de la Fédération nationale de l'enseignement éducatif de l'islam, couramment dit Réseau Luqman. Merci pour cet échange riche et je remercie également
il est à l'envers votre livre. Ah, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer, ce manuel qui est vraiment très intéressant. Très bien. Et je remercie donc tous nos auditeurs et je vous donne rendez-vous donc dans une prochaine émission sur un autre sujet dans le cadre de notre 38e RAMF. Merci à tous. Merci encore. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci encore.